L'écho des planches. Exploration des grands personnages du théâtre à travers des lectures et des créations originales. Aujourd'hui, pour vous accompagner, Émilie Kang. Merci Clément pour cette introduction. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la deuxième édition de l'Écho des planches, un montage réalisé par Johan Puls sur une musique d'Agostino Ridone. J'espère que vous avez apprécié notre précédent opus. Nous allons donc continuer l'aventure et partager avec vous cette semaine une sélection de lectures, des œuvres originales ainsi que des coups de cœur à travers le prisme d'un même personnage. Arriverez-vous à deviner lequel ? Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux ? Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Vous l'aurez reconnu. Ce fameux extrait, interprété ici par Pierre Cuminge, est issu de la tirade de l'inconstance prononcée par Don Juan, personnage éponyme de cette pièce que Molière fait jouer en 1665. Cette célèbre tirade, à l'acte 1, scène 2, ouvre cette semaine notre regard sur le désir amoureux, la soif des conquêtes et les attraits de l'inconstance. Quid de ce désir si actuel dans notre condition confinée ? Pour nous rafraîchir la mémoire et redécouvrir cette œuvre, plongeons tout de suite dans un extrait de la pièce Don Juan, acte de scène 2, interprété par Chloé Bourris, Thomas Oseret et Clément Leroux. Ah ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle ? As-tu rien vu de plus joli ? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre ? Assurément. Autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable ? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur ? Êtes-vous de ce village ? Oui, monsieur. Et vous y demeurez ? Oui, monsieur. Vous vous appelez ? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu ? Peut-on rien voir de plus agréable ? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Ah, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres pétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi ? Me railler de vous ? Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela. C'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout. Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Sganarelle, regarde un peu ses mains. Fi, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, que dites-vous là ? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle Charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans doute. Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être, avec Piaro, le fils de la voisine Simonette. Quoi ? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan ? Non. Non. C'est profaner tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez, sans doute, une meilleure fortune.
Et le ciel qui le sait bien m'a envoyé ici tout exprès, pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire, mais on m'a toujours dit de ne jamais croire les messieurs, et que vous autres courtisans êtes des enjôleux, qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Il la garde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Et je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non. Non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Et non, non, ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de jouer de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre, et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Puis votre beauté vous attire de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups, si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas, et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel Mon Dieu, ne jurez point! Je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que je soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main, et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Comment devient-on un Don Juan? Aurait-on vécu un amour sincère qui nous aurait déçus? Aurait-on connu la frustration ultime de se voir refuser l'épanchement amoureux d'un sentiment pourtant réciproque? Autant d'interrogations sur la genèse d'un tel caractère auxquelles nous pouvons tenter de répondre en tissant un parallèle avec une autre histoire, un autre personnage, une autre plume. Perdican, dans la pièce On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, publiée en 1834, dont Shadia Carbal nous partage ici un extrait. Acte 2, scène 5. Pauvre enfant, je te laisse dire. Et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne?
Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûre que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûre qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtries? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quels noms elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie, elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe, sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge les paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues, me refusais un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits d'eux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Et si nous badinions un peu avec l'amour? Et si nous laissions de côté un instant les règles de bienséance et choisissions de les transgresser, comme Don Juan transgresserait les classes sociales et les mœurs? Et si ces conquêtes si célèbres étaient décrites non pas par Molière, mais par Boris Vian, à la lumière des cierges d'une église? C'est ce que nous fait découvrir avec humour Ali Sharef dans une lecture décalée des paroles d'une des deux chansons pas correctes de l'auteur, La Messe en Jean mineur, écrite en 1955. Ami, je veux éjaculer tout le vieux foutre accumulé dans la boutique de mes couilles. Je sens se refroidir mon andouille, il n'est plus temps de reculer. Mâle, femelle, âne ou citrouille, ce soir, je vais tout enculer. C'est à l'église que je veux sodomiser tous ces morveux. Enfilons nos noires soutanes, pareilles aux boules des platanes. Nos roustons noirs font les nerveux. Nous sommes nus sous nos roupanes.
passe une belle aux longs cheveux. Dégainons la trique violette qui hennit et rompt sa gourmette. Échappant à nos couturiers, je lève mon noir tablier, la belle lèche ma quéquette. Attisant le feu meurtrier d'une langue rose et proprette, voici que le corbeau croasse, voici que mon engin bavasse, et que déjà bramant les chantres, tantôt je sors, et tantôt j'entre. Et je repens l'âcre lavasse, issue du doigt que j'ai au ventre, au bénitier de sa connasse. Mon sperme a craché sur sa tombe, et là mon braquemar retombe. Mais la belle s'est mis le tour, et me tend son cul de velours. Cul de houri, cul de colombe, qui s'offre rose et sans détour, et je m'y rue comme une bombe. Comme une flèche dans la cible, comme un protestant dans la Bible, ma queue palpite de bonheur, et la belle rit de douleur. Cul d'une courbure indicible, plus ferme qu'un cul de facteur, de foutre, il faut que je te crible. Se dégageant d'un coup de hanche, elle se retourne et se penche sur le bâtonnet rabougri, et, dégoûtée de mistigris, elle a de grands yeux de pervenche, et me suçote mon gris-gris. Miracle! Ami, c'était dents blanches, l'apothéose, alors éclate. Un beau cardinal écarlate encule les enfants de cœur qui chantent faux de tout leur cœur. Se branlant dans une tomate, le curé décharge 20 cœurs. L'inconstance, en amour ou en toute chose, a-t-elle seulement des mauvais côtés? Elle nous offre pourtant des possibilités qui sont autant d'opportunités, notamment des opportunités pour se surpasser. Don Juan, après tout, ne serait-il pas un travailleur acharné, refusant de rester dans sa zone de confort, dans un territoire conquis? Selon ses mots, Mais lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. sous cet angle-là, l'inconstance serait peut-être même une recommandation pour le travail du comédien que nous cherchons à perfectionner. Creusons cette idée et retrouvons maintenant Chloé Bourris, Anafi Diaby et Charles Gauthier dans une première édition de notre chronique « L'expérience à la parole » pour quelques précieux conseils donnés par des comédiens de la Comédie Française. L'expérience à la parole. Quoi de mieux que de rencontrer des comédiens qu'on admire pour enrichir nos connaissances et apprendre de leur expérience. Nous avons saisi cette immense chance que nous a tendue Claire Boust, notre professeure, en nous organisant plusieurs magnifiques rencontres avec des comédiens de la Comédie Française. Benjamin Laverne, Elissa Aloula, Loïc Corbery ou encore Éric Ruff nous ont partagé tour à tour leur premier déclic de comédien, leur vision du métier et bien d'autres secrets. Nous les avons notamment interrogés sur la question de l'emploi de l'acteur. Un comédien est-il coincé dans un type de rôle en particulier quand il rentre dans la grande maison qu'est la Comédie Française? Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française depuis 2014, mais avant tout comédien et aussi scénographe, nous répond. À la Comédie Française, on joue beaucoup. Du coup, forcément, on a l'impression qu'on joue souvent la même chose, mais non, c'est pas le cas. Il se confie à nous qu'il est vrai cependant qu'à ses débuts, il a souvent été coincé dans sa zone de confort de jeune premier de tragédie en alexandrin. Mais les choses finissent toujours par évoluer puisque nous évoluons. Il nous partage une anecdote sur Didier Sandre qui, au début, refusait de jouer Géronte dans les fourberies de Scapin. Car il n'avait pas l'habitude de faire de la comédie, ce n'était pas son truc. Il n'a pas eu le choix car il est sociétaire et c'était le seul comédien potentiel disponible. Et au final,
Il n'a jamais eu autant de succès dans un rôle. Comme quoi, parfois sortir de sa zone de confort réussit plutôt bien. En bref, Eric Ruff nous conseille de faire partie de tous les mondes, d'être multicarte. Benjamin Laverne, 534e sociétaire de la maison, entré en 2012, nous avoue: À la Comédie Française, on est très souvent sur scène. Alors on se rabat souvent sur ce que l'on sait faire. C'est un risque. On n'a quelquefois pas le temps d'aller vers ce qu'on maîtrise moins. Mais c'est pendant ses études au cours Florent et au Conservatoire de Paris, qu'il compare d'ailleurs à un véritable laboratoire de recherche, où il a pu explorer grand nombre de rôles et de styles d'écriture différents. Quand j'étais à la classe libre des cours Florent, les gens riaient quand je jouais dans un rôle tragique. La comédie me collait un peu fatalement à la peau. Mais il insiste et nous recommande d'explorer tous les genres pour voir ce qui nous va le mieux. Ne pas s'enfermer avant que les autres nous enferment. Elissa Aloula, fraîchement arrivée à la Comédie Française en septembre 2019, nous affirme de sa douce voix: l'emploi n'existe pas. Ce sont les personnages qui finissent par nous ressembler. On ne ressemble pas aux personnages qu'on joue, mais on y met forcément du sien. On nourrit nos personnages de nos petits secrets personnels, ce qui donne du reflet aux personnages finalement. On leur a aussi demandé: quel personnage vous est le plus cher et comment appréhendez-vous la construction d'un personnage si emblématique du théâtre? Scapin, des fourberies de Scapin de Molière sans aucun doute, pour Benjamin. Il nous avoue avoir été extrêmement flatté d'avoir été choisi pour ce rôle. Elissa nous parle de son attachement incomparable pour Bérénice de Racine. Elle avait travaillé la pièce avec Cécile Garcia-Vogel lors de sa formation au TNS. Elle nous conseille d'ailleurs que pour construire un personnage, il faut l'aimer et le défendre à tout prix. Loïc Corbery, entré à la Comédie Française en 2005, partage l'avis d'Elissa. Quelquefois, il faut savoir chercher l'humanité de son personnage, même quand on joue un homme monstrueux. Loïc éprouve une affection particulière au personnage de Don Juan et d'Alceste dans le Misanthrope de Molière. On lui a d'ailleurs demandé où il allait puiser toute cette énergie dans des si longs spectacles en tenant le rôle titre. Ce à quoi il nous répond: L'énergie, l'énergie, je la prends dans Molière. Et des fois, le spectacle, il te prend par la main et il t'amène là où il veut. Parce que t'as bien bossé et avec un putain de metteur en scène en plus de ça. Des soirs, c'est vrai que je me dis, comment est-ce que je vais aller au bout de ces 5 actes de malades mentaux? Et puis tu t'accroches à Molière et au travail. Sur ces derniers mots de Loïc, c'est la fin de l'expérience à la parole. En bref, ne nous enfermons pas trop vite dans des types de rôles. Au contraire, sortons de notre zone de confort et profitons de nos années d'études pour tester tous les champs des possibles. Défendons et vivons chacun de ces personnages avec intensité. Merci Chloé pour avoir résumé l'essentiel de ces rencontres sous le thème de l'emploi ou non du comédien. Maintenant, partons dans l'imaginaire et supposons un instant que Don Juan aurait fini par se lasser de ses conquêtes, se serait repenti et réconcilié avec Don Elvire. S'il avait fondé une famille et avait eu des enfants, peut-être qu'il accepterait enfin sa propre vulnérabilité et aurait eu des moments de sincérité face à sa progéniture. Prêtons l'oreille à un extrait touchant des Paillettes bleues, roman encore inédit de Sonia El Biadi, interprété par Pauline Maynas. Nous avons quelques jours pour retrouver nos repères. Traîner en pyjama devant la télé, toi à jouer, moi à frotter dans les moindres recoins à la poursuite de microbes récalcitrants. Quelques jours à se familiariser avec nos nouveaux rituels. Les comprimés à te donner, les soins de bouche à préparer et à repréparer tous les 3 jours, les consignes alimentaires à suivre à la lettre. Nous savons que notre vie est différente aujourd'hui, même si nous ne mesurons pas encore à quel point. Tu te lèves de la sieste, un peu sonné.
Tu es planté dans la semi-obscurité du couloir et tu nous fixes. Tu as bien dormi ? Tu ne réponds pas. Je m'approche. Je regarde ta main. Je discerne un peu difficilement ce que tu serres comme ça. Tu tends ton bras vers moi et je vois cette touffe de cheveux rester prisonnière entre tes petits doigts. Je tends la main et tu me la confies. Je vais dans le cellier pour jeter cette mèche dans la poubelle. Mes larmes montent quand j'entends ce son merveilleux résonner dans l'appartement. Tu ris. Je ressors et je vous vois, papa et toi, en train de chahuter. Tu passes la main dans tes cheveux et la mèche que tu récoltes, tu la jettes sur papa. Il pousse des cris, fait des grimaces, en rajoute. Saupoudre de théâtralité ses réactions. Tu ris de plus en plus fort. Tu ris, c'est surréaliste. Je ne comprends pas, mais tu ris. Je n'ai pas à comprendre, c'est entre vous. Ce sont vos codes secrets, votre façon d'affronter tout ça, de supporter le choquant en le rendant ridicule, de surmonter la peine en la déguisant en comédie clownesque. Papa n'aura pas la possibilité de rester avec nous à l'hôpital autant qu'il le souhaiterait. Mais votre complicité dans ces moments-là t'aide infiniment. La journée sera ponctuée de scènes comme celle-ci. Ce jeu t'amuse. Tu sembles en oublier la cause. Tu pourchasses papa dans l'appartement en lui jetant des cheveux comme si tu jetterais des boules de neige. C'est peut-être ça, dans ton imagination, dans le scénario de ton jeu, de la neige. Les conséquences dont tu semblais faire totalement abstraction finissent par te sauter aux yeux. Ta chevelure, de plus en plus clairsemée, commence à laisser entrevoir la peau blanche et lisse de ton petit crâne. Tu t'en aperçois, tu le sens sous tes doigts, tu l'observes devant le miroir et tu pleures. Je te retrouve assise dans le noir. Tu enlèves par poignées les cheveux qui se détachent. J'ignorais qu'ils tomberaient à une telle vitesse. Tu es en colère, tu pleures, tu me fusilles du regard. Je ne ressemble plus du tout à une princesse. Je ne suis pas belle comme ça. Et lorsque j'essaie de te convaincre du contraire, de te parler de tes grands yeux, de ton tout petit nez, de ta jolie bouche bien dessinée, et puis de ta gentillesse, de ton courage, tu as tout d'une princesse, j'en suis convaincue. J'essaie de t'en convaincre. De toute ma persuasion, j'insiste. Tu es magnifique et tes cheveux n'y sont pour pas grand-chose. Tu me fixes, avec détermination, et m'assènes le coup de grâce, clôt la discussion par un « T'as qu'à le prendre, toi, le médicament qui fait tomber les cheveux. Tu verras ce que je ressens. » Tu as sans doute raison. Pas pour le médicament, mais de me faire comprendre que te consoler argumenter ne sert à rien. À cet instant, tu souffres. Et tu veux que je le respecte. Tu dois la vivre à fond, cette douleur, cette tristesse. Tu n'as pas besoin d'entendre de compliments de « ça va repousser ». Je dois juste rester là, discrète, mais présente et attendre. Je dois ramasser les centaines de cheveux qui jonchent le sol, qui recouvrent ton oreiller et le faire en silence. Te câliner en silence, t'accompagner en silence. En moins d'une semaine, tu n'as presque plus de cheveux. Seuls quelques rebelles s'accrochent et résistent encore. Renoncer au monde pour le doux cocon d'une famille. Faut-il autant de courage pour s'emprisonner dans une passion que pour sortir d'une zone de confort, d'une zone d'inconfort ? Il y a un mois, la moitié des êtres humains sur Terre étaient appelés à se confiner. Des hommes, des femmes, des familles. Selon le ministère de l'Intérieur, les signalements pour violences conjugales depuis le 17 mars ont augmenté de plus de 30% sur le territoire français. Salomé Durand prête sa voix à ces familles dans sa création originale « N'ayez jamais peur de dormir ». Maman, c'est toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as crié, maman ? Attends, assieds-toi, bouge pas, je vais te chercher un verre d'eau.
Ça va mieux? Encore un cauchemar? Lâche ta clope, maman, ça va pas te servir à grand-chose. Parle-moi, maman. Dis-moi ce qui se passe. J'ai l'âge de comprendre. Et j'ai pas envie de te voir triste comme ça encore un jour de plus. J'ai compris ce qui se passe avec papa, tu sais. Tu peux cacher ton corps, mais pas ton regard. Regarde-moi, maman. Tu peux pas continuer comme ça. Ta vie est en jeu. Papa, il a pas le droit de te frapper. S'il t'aime pas, il faut qu'il te quitte. C'est plus dur à encaisser, mais au moins tu te relèves. Écoute, maman, je vais pas te le dire 15 fois. C'est ta vie ou sa vie. J'accepterai pas qu'il te touche encore une fois, ou même qu'il te regarde. Écoute, on y va, on s'en va, on prend nos affaires et on se casse d'ici. On va s'en sortir, maman. Je sais pas où encore on va, mais on part. Maman, fais-moi confiance. Tu sais, dans ce monde, la nuit, il n'y a pas que des insomniaques. Beaucoup t'aideront à dormir sur tes deux oreilles, maman. N'ayons jamais peur de changer. Selon Don Juan, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Mais si justement nous partions à l'opposé, dans la routine d'un quotidien inchangé? L'habitude, aménageuse habile mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire. Mais que malgré tout, il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Écrit Marcel Proust dans Du côté de chez Swann en 1913. Allons rejoindre maintenant un personnage épris de l'habitude et son désespoir de ne pouvoir étendre l'horizon de ses conquêtes au-delà de sa fenêtre. Dans un feuilleton écrit et interprété par Clément Leroux, Lion Arouet, épisode 1er, La vie sauvage. Seul et isolé, je n'ai touché d'autre peau que la mienne depuis 40 jours maintenant. Ma retraite est totale, mon carême complet. Vissé sur mon fauteuil Louis XV, que j'ai habilement placé contre ma seule fenêtre, j'assassine mes jours à regarder s'étendre les toits d'un Paris silencieux. Une flotte bleue de zinc et d'ardoise qui, défiant toute gravité, navigue sur un ciel huileux et clair. Chaque matin, parmi le millier de hublots dont se nargue l'escadre voisine, je peux apercevoir dans l'un d'entre eux se prélasser l'ombre canonique d'un corps à moitié nu, celui d'une reine orientale inconnue, captive de cet ennemi immobile et flottant qui me fait face. Je ne la vois que dormir, parfois jusqu'à midi, et ne se nourrir que de miel et de lait. Sa chevelure noire et bouclée jusque sur l'encolure, couchée sur un drap de lin blanc immaculé, en moi éclabousse les sens et assèche le palais. Mon hygiène n'est plus qu'une vieille histoire que mon nouvel état mental censure. Je ne vis que d'un caleçon et d'une robe de chambre de satin bleu sur laquelle en lettres d'or est inscrit mon prénom. Lion. Happé par la solitude et la morosité bien trop connue des marins peu qualifiés comme moi, mon esprit divague. Je pense à ma vie sur terre, à mes amours étouffés, à celles qui m'attendent, à celles qui m'ont déjà oublié. Je n'ai avec moi pour occuper mes longues heures d'attente qu'une vieille publication humide et mitée de la République de Platon.
J'y redécouvre le mythe de la caverne et cet homme, comme moi confiné, le regard plongé dans un tableau sur lequel sont projetées des ombres. Voilà donc tout ce qu'il connaît. La lecture de cette allégorie m'est tout à fait abominable et pourtant, après de longues minutes d'errance de ma pensée dans ce théâtre d'ombre qu'est le sien, j'entrevois un début d'émotion nouvelle. De cette brume jaillit l'espoir de sentiments plus nobles. L'horreur laisse place au calme tout d'abord, puis à la joie, et enfin l'amour. Mais si l'expérience des sentiments est innée à l'homme, quel qu'en soit l'objet, serait-il possible alors de s'éprendre du nombre et ainsi d'aimer? Mes journées passent en coups de vent. Je ne prends de temps pour moi que pour me nourrir et dormir, mal dans les deux cas. Je consacre désormais mes heures à me survivre de cette peine immense de ne pas pouvoir enlacer cette femme dont je ne connais que l'ombre. La mèche de ma dignité se consume à mesure que mes rêveries d'amour s'élèvent en vapeur grasse et acidulée. J'hume ma perte. Elle s'appelle Folkrick, 5,99 chez Ikea, saveur citron, jaune, dans une coupe de porcelaine blanche que m'a offerte maman. Je l'ai laissée en jachère depuis 2 ans, le temps d'en oublier l'odeur, le temps de me remettre de ce labour excessif, pour mieux la retrouver, m'étais-je dit. La voilà donc, cette terre, la revoilà, ma speranza. Je me vautre dedans, à en écrire de la prose mélancolique de merde, alors qu'en moi jaillissent les jeunes pousses de mes nouveaux désirs coupables. Je la désire. Comme Robinson, à ces dunes, je fais l'amour à mon lit. Je sculpte les couvertures en forme ronde de fesses et de cambrures. Je tape, je mate, milf, brunette, tine, beurette, facefuck, anal, threesome, cream pie, anal cream pie, oral cream pie, bandage facial. Sur mes draps maculés poussent des mandragores. Pas de vendredi pour m'initier à la vie sauvage et me rassurer. Je suis un porc et j'ai honte. Je vois de la lumière derrière son hublot. Elle est encore éveillée. La mer est calme. D'ici, je saurais lui parler. Mais que pourrais-je lui dire? Mademoiselle, je viens de souiller ma cabine en pensant à vous. Puis-je venir et séjourner chez vous? Bien, peut-être lui déclarer ma flamme. Je me brûle de votre beauté. Aimeriez-vous braver le confinement et faire de moi votre amant? Mais je ne suis qu'un lâche. Jamais je n'oserais lui parler. Elle le sait, pourtant, que je ne pense qu'à elle. Reine de l'Orient, qui autrefois fut mienne. Merci Clément pour cette immersion. Nous retrouverons la suite des aventures confinées de Lyon la semaine prochaine. Lorsque nous sommes privés de tout, perdus dans notre isolement, nous ne désirons parfois qu'une simple conversation avec un inconnu ou même un fantôme. Jusqu'à la rencontre ultime avec la statue du commandeur, dont Juan lui-même disait ne pas croire aux fantômes.
Cette mauvaise foi serait-elle un symptôme de son orgueil blessé dans le souvenir d'une guerre vouée à l'échec? Découvrons ensemble le récit d'une conquête nocturne plus préhensible qu'un simple fantasme, avec Clotilde, une création originale de Johann Puls. Je l'ai rencontrée sans l'avoir cherchée. Je m'étais assis à côté d'elle pour me griller une sèche au calme. Je n'avais même pas remarqué sa présence. Faut dire qu'elle était discrète. Elle paraissait s'ennuyer, ou comme absorbée dans une profonde mélancolie. Elle m'intimidait un peu aussi, peut-être, mais je me sentais bien avec elle. La fraîcheur épicée des sapins conférait une nuance intime à la scène. Nous étions presque complices, sans même nous connaître. Ça me faisait sourire. Au bout d'un moment, j'ai tout de même fini par me sentir un peu gêné. Je me suis levé, lui ai adressé un petit salut, maladroit, et me suis éloigné, la semelle aérienne et l'âme vagabonde. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvions au même endroit, sans nous être concertés. C'était amusant. Je pris place à ses côtés, allumai une cigarette et attendis le bon moment pour l'aborder. Elle s'appelait Clotilde, et elle avait 20 ans. J'en avais 16. Un peu bêtement, je trouvais cela excitant. Une inconnue de 4 ans, mon aînée. Sans trop savoir pourquoi, je me mis à lui parler de moi, de ma vie, de mes rêves, de tout ce qui me passait par la tête, de n'importe quoi. Elle m'écoutait silencieusement, avec une calme bienveillance. Les mois suivants, nous prîmes l'habitude de nous voir régulièrement, à la tombée de la nuit, les conifères pour seuls témoins de notre romance clandestine. Pour la faire rire, j'apportais systématiquement une bougie avec moi, dont je faisais fondre l'extrémité inférieure afin de la coller sur la pierre entre nous. Nous passions ainsi des instants privilégiés, des parenthèses nocturnes qui n'appartenaient qu'à nous. Je parlais beaucoup, elle m'écoutait, toujours. Et lorsque la flamme vacillante s'éteignait, nous nous quittions et je m'enfonçais dans la nuit. Ces rendez-vous ont duré un peu moins de 3 ans, et aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir de toi, Clotilde. Je suis incapable de composer ton visage. Je suis incapable de décrire ton odeur ou bien la couleur de ton rire. Tu es toujours restée silencieuse. Tu ne t'es jamais dévoilée. Je me suis ouvert sans pudeur à toi, et tout ce que j'ai récolté comme confidences en retour, c'est que tu t'appelles Clotilde et que tu as 20 ans. Que tu t'appelles Clotilde et que tu as 20 ans. Que tu auras toujours 20 ans. Que la cire de mes bougies à la con est encore aujourd'hui figée sur une dalle de marbre bouffée par la moisissure. Que tu es morte à 20 ans, en 1888, un siècle avant ma propre naissance. Et que malgré toutes les histoires que je peux me raconter, on ne se connaîtra jamais. Ne cessons pas malgré tout de nous raconter des histoires, aux autres et à nous-mêmes. Don Juan quelque part ne cherche-t-il pas, comme beaucoup d'entre nous, à atteindre un idéal? Celui de ne pas avoir à choisir une seule femme à aimer, une seule histoire à raconter, choisir de vivre une seule vie, d'avoir un seul rôle, de s'ensevelir dans une passion unique malgré le temps précieux qui passe. Il est avant tout un amoureux profond de l'humain, de la vie, de l'amour, et ses conquêtes sont comme une constante rébellion face au destin, face à la mort, la statue du commandeur qui vient le chercher à la fin de chaque représentation. Pour nous accompagner dans cette réflexion, voici pour finir une touche méditative sur le temps qui passe et qui fond, avec Une vie sans bougie, écrit et interprété par Thomas Oseret. Pour tout vous dire, quand ce mot bougie est tombé, tout d'abord je me suis dit que j'avais le temps. Sauf que, malgré le confinement, le temps passe vite. Et on s'en aperçoit pas toujours que ce temps file. Alors, quand je me suis enfin penché sur ce mot, j'ai commencé par me demander quelle particularité peut avoir une bougie. Je suis donc allé dans le salon et j'ai pris une bougie.
Ce que je voyais n'était qu'un morceau de cire, avec une mèche. Et parfois on l'allume pour nous éclairer ou pour que ça sente bon. Pas très inspirant tout ça, à vrai dire. Qui m'a choisi ce mot pourri? Bref. Je reposais donc cette bougie, et tant qu'à faire, je l'ai allumée. Je me suis posé devant, et j'ai cherché l'inspiration. Quand tout à coup, comme la bougie, mon esprit venait de s'allumer. Ouf. Alors, nous avons, sur une bougie, la partie dite extérieure, qui est ni plus ni moins le corps de celle-ci. Ensuite, il y a une mèche. Cette mèche, qui est la partie intérieure, pourrait être l'âme de la bougie, ce qui lui permet de vivre. Et pour que cet objet vive, nous l'allumons avec une flamme, qui pourrait être son esprit. Tout compte fait, cette bougie devient intéressante, car elle est très vivante au final. Elle a un corps, une âme et un esprit, comme la plupart des êtres vivants. Mais cela va plus loin encore, car au fur et à mesure que j'écrivais ce texte, la bougie avait changé, comme nous, qui changeons avec le temps. En fin de compte, cette bougie qui se consume serait une image de la vie pour nous. La bougie est faite de cire, et plus le temps passe, plus elle fond. Comme nous, plus le temps passe, plus notre corps change, plus la peau se ride, telle la cire de la bougie. Et plus cette bougie se consume, moins il y a de mèches. Alors, si l'on considère que cette mèche représente l'âme, celle-ci qui diminue avec le temps jusqu'à disparaître, eh bien, c'est comme nous, notre corps avec le temps, il s'affaiblit, et la lueur de l'esprit, cette flamme, s'estompe jusqu'à s'éteindre, et notre âme s'en va. Alors cette bougie qui ne me disait rien car au début elle ne m'intéressait pas, elle est en fait très similaire à une vie humaine. Alors, au lieu de passer à côté et de l'ignorer parce qu'elle ne me paraît pas intéressante, penchons-nous 5 minutes dessus et apprenons à la connaître. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Pour participer à la prochaine émission, n'hésitez pas à nous envoyer avant mercredi vos lectures, vos exposés et vos créations sur notre boîte mail l'échodesplanches@gmail.com. Nous serons très heureux de les partager. C'était Émilie Kang. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vendredi prochain, ce sera au tour de Johan Pouls d'accueillir vos oreilles. Nous resterons dans l'imaginaire toujours si contemporain de Molière, avec le personnage d'Alceste dans Le Misanthrope, ainsi que sa réflexion suivante, acte 1, scène 1. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. À vos micros et bon week-end à tous.